Bien, mes chers collègues, nous allons débuter. Je rappelle qu'il était annoncé que nous reprenions à 21 h, y compris dans les convocations écrites. L'amendement 396 n'est pas défendu. Le 397 non plus. Le 398 non plus. Le 476 n'est pas défendu. Le 469 non plus. Alors, si quelqu'un peut signaler à Madame la rapporteure que nous commençons à l'heure, ce serait pas mal. Monsieur Schreck, le 430. Oui, je vais le défendre, d'autant plus que je fais partie des rares à l'heure. C'est un amendement important puisque le PLF 2025 marque un grand recul du budget de l'immobilier pénitentiaire. Ce même budget a subi un important coup de rabot en janvier-février 2024. Les dépenses d'investissement passent de 712 millions à 405 millions, moins 43%. Et le discours d'évitement du ministre est clair. Le ministre nous dit « j'y arrive pas, je ne le fais pas et je rends les budgets ». Le renoncement à un budget est toujours un renoncement à une politique. Il faut rétablir le budget de l'immobilier pénitentiaire pour réaliser le plan 15 000 places. Ce plan que nous avons adopté en première étape du plan 18 000 places, ce plan est indispensable pour lutter contre la surpopulation carcérale que certains dénoncent, et ils ont raison, pour améliorer la dignité et la condition des détenus pour lesquels nous avons été souvent condamnés, et pour privilégier l'encellulement individuel. Et encore une fois, cet amendement ne fait que tenter de faire cadrer la loi de finances avec la loi de programmation. Je vous remercie. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur. Pardon. Monsieur Schreck, micro. Favorable. Très bien. Je soumets aux voix cet amendement qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous en venons à l'amendement 480 qui n'est pas défendu. L'amendement 395 n'est pas défendu. Le 447, même chose. Le 360, monsieur Schreck. Je l'ai déjà défendu, monsieur le président. Ah, pas le 360, non. Bon, défendu. En fait, vous avez défendu tout à l'heure le mauvais amendement. Je vous ai laissé faire. Ouais, c'est charitable. Dans votre élan. Donc je l'ai défendu tout à l'heure. À une autre occasion. Vous l'aviez bien compris. En effet, le 355 n'est pas défendu. Le 357 n'est pas défendu. Alors, je mets aux voix le 360 de monsieur Schreck qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 390. Alors, y a-t-il un des signataires, Madame Goulet? Tiens. Le 390. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement est un amendement d'appel pour alerter sur l'état critique des établissements pénitentiaires français. Je pense notamment au centre de détention de Montmédy, dans ma circonscription de la Meuse. Accueillant 330 détenus pour une capacité maximale déjà atteinte, il se trouve en première ligne dans cette crise. Avec seulement 70 surveillants prévus, dont une trentaine de postes vacants, la surcharge de travail est inévitable. Les conditions de travail se détériorent et les incidents se multiplient. Agressions de surveillants, évasions, livraison de stupéfiants par drone et incendies de véhicules sont désormais des réalités quotidiennes. Depuis plusieurs années, nos prisons souffrent d'une surpopulation chronique exacerbée par un manque cruel de moyens humains et matériels. Au 1er juillet 2024, le taux d'occupation de nos établissements pénitentiaires a atteint 127% et le budget alloué à l'administration pénitentiaire est insuffisant pour faire face aux défis que cela pose. Il faut agir dès aujourd'hui pour la sécurité de demain. C'est tout le sens de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur. Écoutez, vu les problématiques sécuritaires, notamment des établissements pénitentiaires, je ne peux donner qu'un avis favorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement 390 qui est pour, qui est contre. Il s'est rejeté. Amendement en discussion commune. Le 408 n'est pas défendu. Le 382, Madame Capdevielle non plus. Le 117 non plus. Madame Froger, le 388.
Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à lutter contre la surpopulation carcérale et d'inciter l'État à développer une politique d'insertion ambitieuse par la mise en place d'un mécanisme de régularisation carcérale contraignant. L'objectif est de financer à hauteur de 10 millions d'euros dans les territoires des commissions qui réuniraient l'ensemble des parties prenantes afin de prévoir des peines alternatives dès qu'un établissement dépasse un taux d'occupation de 100%. Très bien, je vous remercie. L'avis de monsieur le rapporteur. Martine, ton micro. Votre micro, pardon. Je suis opposé à l'idée de toute régulation carcérale. Ça traduit pour moi d'une idéologie laxiste sur laquelle on viendrait en fait remettre dehors toutes les personnes, un grand nombre de personnes détenues. Vous prenez le problème à l'envers. Pour vous, il y a trop de délinquants, donc il faut les relâcher. Pour nous, il faut construire des places de prison pour en accueillir davantage. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos arguments, monsieur le rapporteur, mais nous verrons cela une autre fois. Je mets aux voix cet amendement. Donc nous sommes sur le 388, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 414, nous allons... Madame la rapporteure, je vais vous laisser le temps de vous installer. Le 414. Prenez le temps. Oui, c'est un amendement qui vise à améliorer les conditions de détention des femmes, puisque en détention, et c'est l'Organisation internationale des prisons qui l'a souligné à plusieurs reprises, les femmes sont d'autant plus sujettes à des problèmes d'hygiène, et leur hygiène et leur n'est pas respectée. Elles sont en situation de précarité menstruelle, et c'est un amendement de faible montant, donc de 1 million d'euros, qui vise à pallier aux différents manquements constatés. Merci, Madame la rapporteure. Je soumets aux voix cet amendement 414. Non, moi, je n'ai pas d'avis à donner. Ah, pardon, Monsieur le rapporteur. Mais bien sûr, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, pour moi, l'Observatoire international des prisons, c'est pas vraiment une référence sur laquelle je me réfère. En revanche, à condition qu'ensuite, effectivement, le gouvernement lève le gage, que cette levée de gage soit bien effective, je donnerai un avis favorable. Un avis favorable de monsieur le rapporteur. Il n'y a pas d'autre prise de parole. Je mets le 414 donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous avons une série d'amendements en discussion commune. Le 109, pas défendu. Le 483, monsieur le rapporteur. Il est défendu, monsieur le rapporteur. C'est bon, je l'ai retrouvé, monsieur le Président. Je vous remercie. Alors, il s'agit d'augmenter les budgets visant à recruter du personnel pénitentiaire. Le schéma actuel prévoit la création de 305 agents de surveillance. Ce que je propose, c'est d'en doubler le nombre, que le recrutement puisse se faire à hauteur de 710 surveillants pénitentiaires supplémentaires pour l'année 2025. Nos prisons manquent cruellement d'effectifs. C'est le cas dans l'ensemble des établissements pénitentiaires que j'ai pu visiter. C'est le cas dans l'ensemble des établissements pénitentiaires de vos circonscriptions respectives. Donc c'est pour ça qu'il faut augmenter ce recrutement pour l'année 2025. Merci, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas de prise de parole. Je soumets cet amendement 483 au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 484, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont le cœur du réacteur des services pénitentiaires.
d'insertion et de probation. Ce sont eux qui assurent le suivi des personnes qui sont condamnées à une mesure judiciaire, en milieu ouvert notamment, et l'accompagnement des personnes qui sont condamnées à une peine d'emprisonnement. Quand on parle d'administration pénitentiaire, on pense tout de suite aux personnes incarcérées qui sont aujourd'hui 80 000, presque dans notre pays. Mais à ces personnes détenues viennent en réalité s'ajouter environ 180 000 personnes qui sont, elles, suivies en milieu ouvert, c'est-à-dire en dehors de la prison. Il s'agit notamment des personnes qui sont condamnées à une mesure judiciaire, par exemple la réalisation d'un travail d'intérêt général. Au total, donc, l'administration pénitentiaire assure le suivi de 260 000 personnes, et ce suivi dont les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation réalisent. Ils sont donc confrontés à une très importante charge de travail. Ils ont un rôle absolument clé, puisque ce sont eux qui prennent en grande partie en charge le processus de réinsertion des personnes détenues. Pour moi, il est essentiel de faire connaître davantage ce métier en lançant une campagne de communication pour recruter davantage. Merci. Il n'y a pas d'autre prise de parole. Je mets le 484 aux voix qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement soumis à discussion commune, le 343. Le groupe Rassemblement National est signataire dans sa totalité. Je vous laisse le présenter, monsieur Schreck. Je vous en prie. Et vous pouvez peut-être présenter le 345 et les suivants. Merci. Oui, c'est des amendements qui ont pour but d'augmenter les moyens de l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Il y a une caractéristique dans le budget 2025, c'est que le budget de cette école diminue de près de 300 000 euros, alors qu'on nous annonce des recrutements de quasiment 500 équivalents temps plein de surveillants pénitentiaires. Donc ça nous paraît totalement contradictoire entre l'objectif de recrutement et l'objectif de formation. Donc ces amendements ont naturellement pour but de rendre à cette école les moyens propres à former les objectifs que nous avions à l'époque prévus dans la loi de programmation. Présentation globale de l'ensemble des amendements. Très bien. Alors l'avis du rapporteur. Écoutez, c'est un avis favorable. Il y a besoin de former davantage de personnel pénitentiaire, donc les moyens alloués à l'ENAP doivent aussi se trouver augmentés. Très bien. Je soumets aux voix l'amendement 343 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Même vote pour le suivant, 362, et le 362. Voilà. Très bien. Ils sont rejetés. Le 485, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Le personnel pénitentiaire doivent être davantage protégés face aux menaces et aux violences qu'ils subissent. Des menaces, ils en reçoivent au quotidien dans les murs de la prison, mais les actes et les violences se multiplient également à l'extérieur. Souvent, ils sont attaqués à leur domicile de plus en plus fréquemment, et il y a aussi des dommages qui sont causés de par ces agressions à l'extérieur envers leur famille. Des couples parfois passés à tabac dans la rue, des agents suivis jusqu'à leur domicile, je le disais. Ce sont les risques quotidiens que prennent ces agents pénitentiaires. Ces situations ne sont pas acceptables. Je considère que non seulement nous devons accorder davantage de moyens à leur sécurité, mais en plus nous devons leur garantir un meilleur accompagnement lorsqu'ils sont confrontés à ces violences. Cet amendement propose de créer un nouveau fonds qui s'inspire du fonctionnement du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds permettrait notamment de recouvrer soit en totalité, soit sous forme d'avance, puis dans le cadre d'un mandat, les sommes qui sont dues aux agents et aux familles. Je vous remercie. Merci. Je soumets aux voix cet amendement 485 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 358, Madame Capdevielle, mais je vous laisse le temps de vous installer. Je vous en prie. Sinon, il est défendu. Il est défendu. Quel est l'avis du rapporteur ? Favorable. Il est favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté. Voilà, pardon, j'avais un petit doute. Amendement 118, en discussion commune. Il n'est pas défendu. Madame Capdevielle, le 377. Alors, il est défendu. Allez-y. Il est défendu, monsieur le rapporteur. Il est défavorable. Défavorable. Le 112 n'est pas défendu. Je mets au voile le 377 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous en passons à l'amendement 119. Il n'est pas défendu. Monsieur Schreck, le 359.
Oui, c'est un amendement qui fait écho à la tragédie, au drame d'Incarville. 2 de nos surveillants pénitentiaires ont été assassinés, il n'y a pas d'autre mot. 3 grièvement blessés, n'ont toujours pas repris leur travail, sont toujours en soins. Malheureusement, les auteurs n'ont pas été interpellés. Il y a plusieurs causes à cet assassinat, à ce drame. Une des causes est l'insuffisance et le caractère symbolique de la protection passive du véhicule qui servait à l'extraction des détenus. Comme seule protection, ce véhicule avait la signalétique administration pénitentiaire qui permettait de parfaitement le cibler. En vérité, certains ont dit, mais la gravité ne s'y prête pas, qu'il s'agissait d'un véritable camion en fait, à pizza ou un camion de livraison. Aucun blindage, aucun mécanisme anti-extraction, aucun mécanisme de situation passive, aucun mécanisme d'alerte. Lorsqu'il a été évoqué les 33 mesures suite à cela, dans le cadre d'une discussion avec les syndicats, il avait été prévu de monter en charge sur le blindage indispensable pour protéger, lors des extractions, qui sont trop nombreuses, mais c'est un autre sujet, lors des extractions, nos fonctionnaires pénitentiaires et puis aussi parfois les détenus, voire même les usagers de la route. Nous n'avons rien vu et cet amendement, alors peut-être que certains voteront contre le blindage des véhicules de l'administration pénitentiaire, nous verrons, mais cet amendement vise à doter l'administration de budget pour permettre le blindage de ces administrations afin que nos fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ne soient pas, pardonnez-moi l'expression, mis à nu lors de ces opérations d'extraction et de transfèrement vers les hôpitaux ou vers les juridictions. Je vous remercie. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le drame d'Incarville qui a coûté 2 agents pénitentiaires doit nous faire réfléchir à l'équipement que l'on veut allouer à ces surveillants chargés des escortes. L'achat et l'équipement de véhicules fait partie de leur souhait, en tout cas, pour assurer davantage, en toute sécurité, leur mission. Quand on discute avec eux, ils nous disent les difficultés matérielles qu'ils rencontrent au quotidien, avec des fois des véhicules qui sont également en panne ou qui sont en trop petit nombre. Les véhicules ne sont pas du tout assez sécurisés et ça a été dit. Donc pour ces arguments, je donnerai un avis favorable. Un avis favorable. Je mets aux voix cet amendement 359. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 486 en discussion commune, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente mon propre amendement et j'en profite donc pour faire une réponse commune aux différents amendements qui viendront par la suite et qui sont donc en discussion commune. Cet amendement concerne le renforcement des dispositifs de brouilleur téléphonique qui peuvent être installés dans les prisons. Je l'ai constaté à chacun de mes déplacements. Mon téléphone captait toujours très bien dans les établissements pénitentiaires. Et si mon téléphone capte, tous ceux que les détenus arrivent à faire entrer dans leurs cellules captent parfaitement aussi, leur permettant de poursuivre leur trafic et autres exactions depuis l'intérieur de la prison. Il nous faut absolument agir sur ce sujet, car pour moi, il s'agit là du nerf de la guerre dans la sécurisation des établissements pénitentiaires. En 2023, près de 53 000 téléphones ou accessoires téléphoniques ont été saisis. Au 1er septembre 2024, on en est déjà à 45 000. Bien sûr, à ces chiffres déjà impressionnants, il faut ajouter tous les téléphones qui ne sont jamais repérés et jamais saisis. Cela donne le vertige d'imaginer que les criminels sont ainsi en lien permanent avec l'extérieur, alors que la prison est censée les isoler pour protéger la société. Alors oui, clairement, il faut agir pour éviter que le drame d'Incarville ne se répète. Il faut agir pour protéger nos agents pénitentiaires et pour protéger nos concitoyens. C'est pour cette raison que c'est bien sûr tout à fait logique que d'approuver un tel amendement qui viendrait donner des moyens supplémentaires pour équiper les établissements pénitentiaires de brouillard. Merci. Pour le 271, M. Guérin, M. Moulière. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Et effectivement, cet amendement que défend le groupe Horizon est un amendement d'appel qui vise à alerter sur l'utilisation du portable dans les établissements pénitentiaires. On constate malheureusement, même si c'est interdit, qu'il y a trop de portables aujourd'hui dans nos prisons. Et à quoi sert de condamner un délinquant à une privation de liberté si il peut continuer à entretenir son trafic depuis sa cellule? Et l'amendement du groupe Horizon vise à généraliser le système de brouilleur de communication dans les cellules.
Je vous remercie. Monsieur Schreck, vous avez une série de 3 amendements, vous les présentez en commun? Oui, bien entendu. Merci. Et je rejoins les propos du rapporteur et j'ajoute, mais je pense qu'il l'a dit, que l'assassinat d'Incarville a été vraisemblablement piloté depuis une prison et que les membres de la tristement célèbre DZ Mafia, qui sont actuellement détenus à l'isolement, continuent, et c'était l'objet d'un article il y a très peu de jours, continuent de gérer les trafics avec des téléphones portables alors qu'ils sont à l'isolement. Donc manifestement, il faut faire en sorte que les prisons ne soient plus un élément de cartélisation de nos quartiers. Les téléphones rentrent. Alors, il y a des dispositifs anti-projection, il y a le problème des portiques, mais il faut aussi mettre en œuvre de façon massive et efficace, ce qui n'est pas le cas. Le rapporteur l'a dit, les brouilleurs, c'est le sens de ces amendements que j'ai défendus en une seule fois. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Vous voulez ajouter un mot? Oui, juste pour indiquer à nos collègues d'Horizon, s'ils veulent généraliser les brouilleurs au sein d'établissements pénitentiaires, c'est mon amendement qu'ils doivent voter parce qu'il a été chiffré en vue du nombre de brouilleurs qu'il manque dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Le mien permettra de le généraliser. Merci. Alors, je mets aux voix le 486 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. L'amendement 271 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 351 et 351 qui est pour, qui est contre. Même vote pour les suivants. Je vous remercie. Nous en passons à un amendement en discussion commune. Monsieur Beaubry, le 487. Merci, Monsieur le Président. Pour empêcher les téléphones portables d'entrer dans les détentions, plusieurs dispositifs sont nécessaires et 2 d'entre eux me semblent tout particulièrement importants. D'une part, les dispositifs anti-projection et d'autre part, les dispositifs anti-drone. Aujourd'hui, des détenus se font livrer des repas Uber Eats par drone directement dans leur cellule. Et bien plus grave, c'est devenu une voie d'entrée courante pour les téléphones et la drogue. Bien sûr, ce phénomène est récent, mais l'on constate que sa croissance est exponentielle. En particulier quand des établissements pénitentiaires ont été suffisamment bien conçus pour qu'il soit difficile de projeter des objets à l'intérieur, alors les drones prennent le relais. Or, nous disposons aujourd'hui de technologies dépassées pour lutter contre ce phénomène. J'ai pu le constater sur le terrain à l'occasion de mes différents déplacements et de mes échanges avec le personnel pénitentiaire. Les dispositifs de brouilleur de drones sont des dispositifs qui fonctionnent bien. Les syndicats pénitentiaires confirment d'ailleurs ce constat. Je pense que nous devons investir dans ces dispositifs qui contribuent à limiter l'entrée des téléphones, drogues et armes dans les détentions. Le budget nécessaire pour cela, c'est 250 000 € par dispositif anti-drone. Donc si nous voulons équiper tous les établissements pénitentiaires, c'est un budget d'un peu plus de 24 millions d'euros que nous devons prévoir pour l'année prochaine. C'est donc ce que je vous propose avec mon amendement. Je vous remercie, monsieur Schreck. Vous avez quelques amendements, un seul amendement, le 350, je vous en prie. Oui, c'est aussi un amendement dans le sens de celui proposé par le rapporteur sur la défense anti-drone. Manifestement, certains ici sont pour le statu quo, pas de dispositif anti-projection, pas de portique, pas d'anti-drone, pas de brouillage. Tout va bien dans nos prisons qui sont des zones de non-droit, de pilotage de trafic. C'est pas sérieux. Les voyous utilisent de plus en plus les drones parce que ces derniers sont de plus en plus technologiques et de moins en moins chers en plus. Donc ils livrent parfois des armes blanches, de la drogue, bon, ça ne dérange pas certains ici, des téléphones. Manifestement, il faut essayer de lutter, il faut endiguer ce phénomène. Le dispositif anti-drone sont des choses maîtrisées. Il faut juste adosser les moyens aux politiques, aux déclarations d'intention. C'est le sens de cet amendement. Votre avis, monsieur le rapporteur? Favorable. Favorable. Je vous vois l'amendement 487. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Même vote pour le 350. Je vous remercie. Amendement en discussion commune. Le 348, monsieur Schreck. Oui, c'est l'identique, mais sur les filets anti-projection, ceux à qui les drones conviennent, les choses qui rentrent dans les prisons conviennent, les trafics pilotés conviennent, seront naturellement favorables au rejet de cet amendement. Très bien. Monsieur Beaubry pour le 489 et le suivant. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai présenté lors de mon propos liminaire, j'ai centré mes travaux budgétaires sur la question de la sécurisation des établissements pénitentiaires. Il s'agit pour moi d'une priorité, pour moi, pour le personnel, mais ça devrait l'être également pour vous.
Notre système pénitentiaire ne peut pas fonctionner si nos prisons ne sont pas étanches. Nous ne pouvons pas garantir la protection de nos sociétés si les détenus peuvent communiquer comme ils veulent avec l'extérieur, parfois pour continuer leur trafic ou autres exactions. Pour empêcher les téléphones portables d'entrer dans les détentions, plusieurs dispositifs sont nécessaires et les dispositifs anti-projection sont l'une d'elles. On l'a bien vu sur le terrain, quand les projections sont moindres, les téléphones entrent moins en détention. Au cours de mes visites d'établissement, j'ai pu constater que pour certaines constructions, les murs de la prison sont situés bien trop près des zones de détention, ce qui rend les projections très faciles. Un glacis a été ajouté autour des murs pour garantir une certaine sécurité, mais en réalité, ils sont souvent très faciles à franchir. À Lyon-Corba, par exemple, j'ai fait le tour du glacis et c'est bien simple, les grillages qui en font le tour ressemblent à du gruyère tant ils sont percés et découpés. Ainsi, les complices traversent le glacis, se placent au pied du mur d'enceinte et balancent tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. Bien sûr, des réparations sont faites sur ces grillages, mais ce sont des rustines qui ne permettent absolument pas de freiner ces projections. J'ai discuté avec les agents sur place et ceux-ci réclament l'installation de barbelés, notamment de concertina sur les grillages des glaciers afin de renforcer la sécurité, mais ils demandent aussi qu'on lutte contre les projections en mettant ces filets anti-projection. Je vous remercie. Votre avis sur le 348 de M. Schreck? Favorable. Favorable. Je mets au voie le 348 qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Même vote pour les suivants, je vous remercie. Nous en venons à une série d'amendements en discussion commune, le 490, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Le développement de la vidéosurveillance, l'amélioration des systèmes mis en place, mais également l'installation de portiques sont autant de solutions utiles pour accroître la sécurité des établissements et aider les personnels qui en ont la charge. Plus généralement, je suis effaré par la mauvaise qualité des systèmes de vidéosurveillance dont sont équipés nos prisons. Les caméras sont pourtant un des outils les plus efficaces pour permettre la sécurisation de la détention. Il n'est pas normal que leur qualité soit aussi médiocre. Alors que nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle et que pour le moment, nos prisons ne profitent pas du tout de ces évolutions technologiques. Pour ces raisons, je vous propose par cet amendement un budget complémentaire de 9 millions d'euros pour améliorer les systèmes de vidéosurveillance en y intégrant de l'intelligence artificielle. J'émettrai également un avis favorable sur les amendements 329 et les amendements de repli 371, 372 de M. Schreck. Très bien, mais alors, M. Schreck va d'abord présenter le 340. Vous voulez présenter défendu ou... Non, je les présente en une seule présentation, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Oui, je vous en prie. Très rapidement, il faut savoir qu'on parle de portique, on a parlé de dispositifs anti-projection, de drones, enfin d'anti-drones, de brouillage. L'ensemble de ces postes de sécurité de nos prisons est prévu au budget pour moins de 40 millions d'euros en 2025, moins de 1 million d'euros par établissement pénitentiaire. C'est dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis d'une part des détenus entre eux, mais aussi de nos fonctionnaires et notamment de nos surveillants. Et en refusant le moindre coup de pouce à ces dispositifs indispensables, puisqu'on court après les voyous, on court après les intrusions, on court après les complices qui sont à l'extérieur, eh bien, je pense que nous portons une certaine forme de responsabilité ou en tout cas de renoncement. Merci. Ces amendements avaient reçu par anticipation un avis défavorable du rapporteur. Je soumets le 480... Favorable, pardonnez-moi, je parlais à sa place. Je soumets le 490 à votre vote qui est pour, qui est contre. Même vote pour les suivants, je vous remercie. Le 298, Monsieur Duplessis, non, il n'y a pas de représentant. Il n'est pas défendu. Le 352, Monsieur Schreck, pardon. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement... Et les suivants, si vous pouvez... Oui. Voilà, c'est un amendement qui traite des bracelets anti-rapprochement, qui est un dispositif que tout le monde approuve sur le principe, qui s'inscrit dans la cause nationale, qui est la lutte contre les violences intrafamiliales et notamment les violences conjugales. Et cet amendement vise à prévoir la montée en charge du financement des bracelets anti-rapprochement. Amendement qui a eu la faveur de la Commission des finances, c'est assez miraculeux pour le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir et de remarquer que ce soit pour la loi de finances 2023, 2024, 2025,
c'est du copier-coller concernant les bracelets anti-rapprochement, avec à chaque fois 5 millions d'euros de budget de fonctionnement pour moderniser les outils. Donc on met 5 millions d'euros en 2023, 5 millions d'euros en 2024, 5 millions d'euros en 2025. En réalité, ça ne fonctionne pas. On a des problèmes d'opérateurs, on a des problèmes de suivi sur ces bracelets anti-rapprochement. Et il est un peu, j'allais dire, désolant que le projet de loi de finances concernant ces bracelets duplique l'année précédente sans essayer de savoir ce qui se passe. Pourquoi il ne fonctionne pas ou peu, pourquoi plus ça va et moins il y en a en fonctionnement. Nous avons 250 bracelets anti-rapprochement de moins en 2024 qu'en 2022. Donc je pense que ce dispositif est utile, il est important. Il connaît des difficultés opérationnelles, notamment avec les opérateurs qui avaient été choisis par le ministère. Et il faut une montée en charge financière, puisque, encore une fois, la lutte sur les violences intrafamiliales est une cause nationale. Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le Président. Juste une parenthèse, parce que nous avons terminé avec tous les amendements qui avaient été proposés pour assurer davantage la sécurité des établissements pénitentiaires. Toutes les propositions que nous avons faites pour améliorer la sécurisation des établissements, vous les avez rejetées. Ne venez plus vous émouvoir lorsqu'il y aura un drame au sein des établissements pénitentiaires ou lors des escortes. Voilà, vous irez dire droit dans les yeux aux familles des victimes que vous n'avez rien fait. En tout cas, le message sera passé. Quant au bracelet anti-rapprochement, il est évident que nous devons mettre tout en œuvre pour protéger les victimes de violences. Le bracelet anti-rapprochement est un outil qui a fait ses preuves et que nous devons continuer à développer. C'est pour ça que c'est un avis favorable. En tout cas, c'est le résultat des votes au sein de la commission qui reflète les rapports de force des personnes présentes. Je soumets aux voix le 352 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté ainsi que les suivants en discussion commune. Merci. Monsieur Markowski, le 391, je vous en prie. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Cet amendement d'appel vise à alerter sur la nécessité d'allouer 3 millions d'euros à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour rénover le bâtiment du quartier disciplinaire et du quartier d'isolement de la Citadelle, avec le budget administration pénitentiaire. Actuellement, la maison centrale est divisée en deux structures, la caserne et la Citadelle, séparées par la voie publique. Ce système contraint le personnel à effectuer des transferts de détenus sur environ 1 km, ce qui pose des problèmes évidents de sécurité. Le quartier disciplinaire et d'isolement de la caserne est devenu obsolète et ne respecte plus les normes en vigueur, compliquant les opérations quotidiennes. La rénovation de ce quartier est donc indispensable pour les maintenir à un niveau de sécurité adéquat et répondre aux besoins des opérationnels de l'administration pénitentiaire. En investissant dans ces travaux, on vise à créer un environnement plus sûr et fonctionnel, à la fois pour les agents et pour les détenus. Cet amendement est une demande émanant du terrain et des syndicats des personnels pénitentiaires de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Merci. Je vous remercie de votre avis, monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Vous êtes co-signataire, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai co-signé cet amendement, donc j'y serai évidemment favorable. Je tiens à préciser qu'en tant que rapporteur budgétaire de la Commission des lois, je suis moi-même allé visiter la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré il y a quelques semaines. J'étais vraiment scandalisé de cette situation contre laquelle tous les personnels sur place protestent. La prison comporte en réalité deux bâtiments, ça a été dit, qui sont entièrement séparés, de sorte que pour tout mouvement entre les deux bâtiments, on doit opérer une sortie sur la voie publique. Or, l'un des bâtiments qui n'a pas de quartier disciplinaire, car l'ancien a été désaffecté et jamais rénové, donc dès qu'un détenu doit être sanctionné à cause de son comportement, il faut le sortir sur la voie publique pour l'emmener dans l'autre établissement. C'est une complexité sans nom pour les personnels. Et c'est tout simplement scandaleux en termes de sécurité. Il est évident que ce quartier disciplinaire doit être rénové, et cela rapidement. Merci. Je soumets aux voix cet amendement 391 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 423, monsieur Beaubry, je suppose. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à abonder un budget concernant le centre de détention de Salon de Provence, qui fait face aussi à de graves problèmes sécuritaires. Cet établissement, par exemple, ne comporte pas de filins anti-hélicoptères. Il n'y a aucun système de brouillage. Il faudrait également un système anti-drone. Enfin, cet établissement est vraiment dépourvu de tous les éléments sécuritaires que devrait comporter un établissement pénitentiaire. C'est pour cette raison qu'il faut qu'un budget leur soit dédié.
Je vous remercie. Je soumets aux voix cet amendement 423, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous en venons à une série d'amendements en discussion commune. Monsieur Coulombe, vous avez 3 amendements. Madame Obono. Si vous le permettez, Monsieur le Ça vous Président, dérange pas de merci. présenter les 3 dans le Je même vais faire ordre les 2 premiers puisqu'ils sont d'accord. liés et Monsieur Coulombe se chargera du 3e qui est sur un autre sujet. Ça marche. Rapidement, c'est un amendement concernant la situation des services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont un maillon essentiel dans l'accompagnement social et la réinsertion des personnes condamnées. Nous pensons qu'il faut développer le milieu ouvert de ces personnes. Et pour accompagner ce développement, il est nécessaire d'augmenter les moyens en personnel des services d'insertion et de probation qui garantissent un accompagnement social, juridique et de santé. Les SPIP sont au cœur de l'application des peines et permettent, en contact avec la justice, d'assurer l'individualisation des peines. Voilà pourquoi nous proposons un plan de recrutement de 3000 équivalents temps plein pour l'ensemble des agents. C'est ce que souhaite l'amendement 409 et le 410, qui est un amendement de repli, vous propose d'ouvrir 1500 équivalents temps plein. Merci. Monsieur Coulombe, le 406. Alors, on est également sur un amendement qui concerne les personnels d'insertion et de probation, puisqu'il représente en quelque sorte la filière socio-éducative de la profession et du parcours de réinsertion des personnes détenues. Mais en dépit de ce rôle qu'ils jouent social, ils n'ont pas eu le bénéfice de la prime Ségur. Et nous pensons qu'étant donné les niveaux de rémunération qui sont à réévaluer, eh bien, le minimum que l'on puisse faire est de leur accorder cette prime de 186 € qui a fait tant défaut à ces personnels-là, comme ils l'ont fait également pour d'autres professions liées au social et au médico-social. Merci. Le 269 n'est pas défendu. Le 270 non plus. Monsieur Bourri, le 491. Merci, Monsieur le Président. Alors, ces différents amendements en discussion commune, dont mon amendement 491, porte sur le renforcement des crédits des services pénitentiaires et d'insertion et de probation. Comme pour tous les agents de l'administration pénitentiaire, je suis favorable à une augmentation salariale pour les personnels des SPIP. Cela étant, pour ce faire, certains de vos amendements ponctionnent les crédits alloués au programme immobilier pénitentiaire, ce qui n'est pas le cas du 491 que je porte. Donc, je suis pour ce renforcement de ce recrutement supplémentaire de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, notamment comme je l'ai présenté, pour être en charge du suivi des TIG. C'est une mesure alternative à l'incarcération qui, des discussions qu'on a eues avec le directeur de l'administration pénitentiaire, ne sont pas efficaces à l'heure actuelle parce qu'il y a un manque de contrôle. Le recrutement que je propose permettrait de créer deux postes par département chargés du suivi des TIG. Merci. Le 411, Madame la rapporteure. C'est un amendement de notre groupe. Je vais laisser mon collègue Jean-François Coulombe s'il souhaite le défendre. En fait, Oui, c'est un repli des 409 et 410. Ce 411 aurait dû être à la suite, puisqu'il est également question d'un recrutement d'urgence de 500 équivalents temps plein pour les SPIP. Et donc, c'est un repli de moitié, quasiment, par rapport à son amendement précédent. Je vous remercie. Madame Céline Thébault-Martinez, s'il vous plaît, 227. Alors, c'est un amendement qui vise à renforcer les moyens pour les services pénitentiaires d'insertion et de probation par la création de 100 postes supplémentaires, donc en plus de ceux qui sont prévus dans le programme administration pénitentiaire. Merci. Madame Froger, le 389. Oui, cet amendement vise à alerter sur les moyens du SPIP également. Les conseillers de probation assurent un rôle important en matière d'accompagnement, d'insertion et de prévention de la récidive, avec un nombre de suivis bien trop important. Donc il apparaît essentiel qu'ils disposent des moyens nécessaires pour assurer leur mission et répondre aux enjeux de notre politique pénale. Or, la mission justice fait apparaître une baisse de financement en direction des services du SPIP de 31,6 millions d'euros en 2024 à 31,100 millions d'euros en 2025. Cet amendement vise donc à une hausse de 500 000 euros pour revenir à minima au niveau de 2024. Et encore, ce n'est pas encore suffisant. Mais...
Je vous remercie. Votre avis, monsieur le rapporteur, sur ces amendements successifs? En discussion commune. Ah oui, décidément. Merci, Monsieur le Président. Je donnerai un avis défavorable, comme je l'ai dit, sur les amendements qui viennent à ponctionner les crédits du plan 15 000. Donc, il y aura un avis défavorable sur le 409, 410, 406, 269, 270, 411. Et un avis favorable sur le 491, le 227 et 389. Je vous remercie. Je mets le 409 aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 410, même vote. Le 406, même vote. Le 269 n'a pas été défendu, ni le suivant. Le 491 de M. Broubi, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 411 qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 227 qui est pour? Qui est contre? Il est adopté, me semble-t-il. Alors attendez, on va le refaire parce qu'il y a une main qui s'est levée au dernier moment. Alors, qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Qui est contre? Il est adopté. Le 389, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous remercie. Le 379 en discussion commune. Alors, qui le présente? Qui le présente? Personne ne le présente. 379, non, il n'est pas défendu, pardonnez-moi. Le 380 non plus. Le 400, monsieur Coulombe. Merci, Monsieur le Président. Oui, là, il s'agit d'un plan de recrutement de personnel au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, où l'on voit à quel point il y a un défaut cruel sur cette fonction-là au sein du parcours judiciaire des jeunes mineurs. Et il nous faut donc redresser cette trajectoire, puisque aujourd'hui on a des personnels de la PJJ qui s'occupent de pratiquement 80 jeunes, là où pour faire ce travail correctement, ils ne devraient avoir à leur charge qu'une vingtaine de jeunes pour pouvoir y consacrer le temps et l'énergie nécessaires. Donc de ce fait, nous proposons de recruter 3000 équivalents temps plein. Si vous regardez ce que ça donne en moyenne par département, une centaine de départements, ça ne fait guère qu'une trentaine de personnels par département en moyenne. Et c'est un besoin absolument indispensable, parce que c'est le moment où l'on peut extraire en quelque sorte nos jeunes de la spirale qui les conduit vers des pratiques délinquantes que nous réprouvons bien évidemment, mais pour lesquelles il faut des adultes accompagnants. Les autres amendements sont des amendements de repli successifs sur le nombre d'équivalents temps plein. Merci. Le 265 n'est pas défendu. Madame Capdevielle, le 233, ou Madame Thibault-Martinez? C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Ce qui vient d'être indiqué, c'est l'augmentation donc pour la PJJ. Monsieur le rapporteur, le 492, ainsi que le suivant. Oui, et merci. Le suivant encore. Monsieur le Président, 492, 493 renforce également le budget de la PJJ en ponctionnant des budgets de l'administration pénitentiaire qui ne me semblent pas prioritaires. S'agissant du 492, c'est concernant le programme du numérique en détention, qui consiste en fait à installer des tablettes tactiles dans les cellules afin de permettre aux détenus de faire par voie numérique un certain nombre de démarches, notamment l'achat des produits de cantine par exemple. Sur le papier, pourquoi pas, mais dans la réalité, c'est une autre affaire. D'une part, les tablettes sont les premières choses que les détenus vont détériorer en cellule quand ils seront pris d'un mouvement d'humeur. Et ça nous a été notamment rapporté par les chefs d'établissement. Cela engendre donc des frais très importants pour l'administration. D'autre part, certains détenus ne souhaitent en fait pas s'en servir et préfèrent continuer à faire leurs démarches sur papier, ce qui leur permet d'ailleurs d'avoir des contacts humains avec le personnel. L'année dernière, ce plan disposait d'un budget de 7,5 millions d'euros. Compte tenu de la situation de l'administration pénitentiaire et de celle de la PJJ, cette dépense ne me paraît vraiment pas prioritaire. Il faut revoir notre façon de penser les dépenses et utiliser les budgets de manière plus efficace. Je propose donc de supprimer ce budget, d'allouer à la PJJ, où il sera mieux employé, je l'espère.
Et le 493, c'est du même ordre, ça concerne le plan sport d'1 million d'euros qui pourrait servir à bien d'autres choses qu'à rénover le matériel sportif des détenus. Je vous remercie. Alors, votre avis sur les amendements en discussion commune qui ont été présentés. Monsieur Léaumont, je vous en prie, bien sûr. Non, mais d'abord l'avis du rapporteur. Oui, tout à fait. Non. L'avis du rapporteur d'abord. Il y aura un avis favorable sur le, si il a été défendu, le 265, sur le... il n'a pas été défendu, mais... Il n'a pas été défendu. Voilà. Sur le 233, 492, 494 et 493. Très bien. Alors, Monsieur Léaumont, vous vouliez faire une remarque peut-être? Non, je vous en prie. Vous avez renoncé? Très bien. Je mets aux voix l'amendement 400 présenté par Monsieur Coulombe, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté, ainsi que les suivants, le 401, 400, ainsi que le 404. Pardonnez-moi, je les fais tous. Et j'en arrive. 265. Pardonnez-moi. Le 233 de Mme Capdevielle, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 492 de M. Beaubry, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 494, il en est de même, ainsi que le 493. Je vous remercie. Amendements pouvant être soumis à discussion commune. Le 433, M. Schreck, pardon. Oui, c'est un amendement destiné à augmenter les financements des centres éducatifs fermés, puisque ces centres ont quand même pour objectif de retirer les mineurs violents de zones qui peuvent être dominées par les trafics et la délinquance. Et ces trafics, cette délinquance s'appuient sur des mineurs, parfois très jeunes, qui sont des main-d'œuvre criminelles à bon marché, d'autant plus facile qu'elles sont assurées d'une certaine impunité judiciaire. Et de façon tragique, les mineurs sont certes la cheville ouvrière des trafics, mais aussi, parfois, ils sont aussi leurs victimes, et ça nous est naturellement insupportable. Alors le droit pénal devra vraisemblablement s'adapter à une délinquance juvénile qui est utilisée dans une criminalité organisée. Et dans cette optique, je pense que des centres doivent être fermés. Des centres fermés doivent être créés parce que trop souvent, la justice, finalement, face à ces mineurs, a un choix dont l'alternative n'est pas suffisante. Ou bien on renvoie les mineurs dans les zones de délinquance, dans les quartiers, parce que les sanctions sont tardives et symboliques, ou bien on procède à l'incarcération de façon sèche, ce qui souvent n'est pas satisfaisant pour des mineurs, surtout jeunes. Donc les centres éducatifs fermés peuvent constituer une alternative, évitant d'une part l'incarcération, mais évitant surtout que les mineurs soient replongés dans un milieu de délinquance, de criminalité. C'est le sens de cet amendement. Je vous remercie. Monsieur Coulombe, dernier amendement avant que nous en passions à l'avis du rapporteur, puis au vote sur les crédits. Allez-y, je vous en prie. Ce sera Daniel Obono. Pour l'amendement, Monsieur le Président, c'est un amendement qui est à l'opposé de celui que l'on vient d'entendre présenté, puisque nous considérons qu'il faudrait déployer les crédits relatifs aux centres éducatifs fermés vers un nouveau programme de développement des mesures en milieu ouvert. Je rappelle que les centres éducatifs fermés ont été instaurés en 2002 par une loi qui contenait de nombreuses dispositions durcissant la réponse pénale en direction des mineurs, à l'origine de la création de ces établissements pénitentiaires pour mineurs. La réforme en profondeur de la loi de 1945 qui a subi des ordonnances de 1945 qui ont subi depuis de nouveaux assauts où le punitif, le sécuritaire l'emporte sur l'éducatif et remet en cause l'esprit même de ces ordonnances, je rappelle, pour lesquelles il s'agissait d'apporter de l'aide, de l'accompagnement à une enfance en danger, délinquante parce qu'en danger, et pas simplement en termes pénal. Mais il se trouve que ces centres éducatifs fermés n'ont par ailleurs pas montré leur efficacité en la matière. De nombreuses révélations sur les maltraitances qui ont eu lieu et leur bilan et l'évaluation de leur intérêt
n'ayant pas apporté la preuve de leur intérêt, il nous semble qu'il faut reprendre l'esprit et la lettre des ordonnances de 45 et accompagner l'enfance délinquante parce qu'enfance en danger, et donc développer les milieux ouverts plutôt que des centres éducatifs fermés pour lesquels les associations parlaient d'antichambre de la prison, et donc à l'opposé de ce à quoi nous devrions tous et toutes aspirer pour les enfants concernés par ces mesures. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements successifs? Merci, Monsieur le Président. La réponse à la délinquance des mineurs est aujourd'hui un des défis les plus importants que nous devons relever. Et en effet, pour relever ce défi, je pense que nous devons accorder davantage de crédit à ce programme et prévoir de construire de nouveaux centres éducatifs fermés. C'est bien sûr un avis favorable sur le 433. Quant à l'amendement 407 de nos collègues de gauche, votre vision de la délinquance des mineurs me semble pour le moins naïve. J'ai une vision diamétralement opposée à la vôtre. Notre pays est confronté à une délinquance plus juvénile et plus violente. Les infractions commises sont de plus en plus graves et tout le monde sur le terrain vous le dira, les auteurs sont de plus en plus jeunes. Et cette évolution ne fait que s'amplifier avec le développement des phénomènes de bande et l'usage des réseaux sociaux qui favorisent la diffusion de cette violence. Face à cette situation, la réponse judiciaire peine à se faire entendre. Contrairement à ce que vous dites, il est donc évident qu'il faut continuer de développer les centres éducatifs fermés et garantir une réponse ferme pour les actes de délinquance qui pourrissent la vie des concitoyens. Avis défavorable pour le 407. Merci. Alors, Madame Obono, Monsieur Léaumont. Non, un seul orateur, mais ce sera déjà très bien. Je vous en prie. Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame Obono me rappelle à juste titre qu'avant, on faisait des bagnes pour les enfants et que peut-être c'est à ça que vous voulez revenir. Mais, Monsieur Beaubry, en fait, quand vous parlez de la délinquance des jeunes, vous dites c'est comme si on n'avait pas conscience du problème, etc. C'est pas vrai. Moi, c'est les jeunes de ma circonscription qui, parfois, sont pris dans des bagarres, et y compris où c'est des jeunes de ma circonscription qui peuvent mourir. C'est ça qui se passe. Donc, nous faire le reproche de nous dire qu'on ne se soucierait pas des jeunes de nos circonscriptions qui se font tuer dans ce genre de bataille, c'est lamentable. Et en réalité, les mesures que vous proposez, la plupart du temps, c'est mettre les gamins en prison. Je ne suis pas sûr que ça soit efficace pour lutter contre la délinquance. Je suis même sûr que ce n'est pas efficace. Par contre, il y a des mesures qui sont efficaces. Des mesures de prévention, des mesures où on essaye de faire en sorte justement de comprendre ce qui se passe, pourquoi les gens se battent, quelles sont les histoires qui sont derrière les rixes, par exemple. Pourquoi est-ce que des gamins, parfois très très jeunes, vont décider que les gamins de la ville voisine, ça va être un problème dans leur vie. Et c'est ça les sujets qu'il faut réussir à prendre en compte. Quand on discute un peu avec les gamins, quand on essaye de comprendre d'où ça vient, souvent ils ont plein de choses à raconter en fait, sur ce qui ne va pas, sur les problèmes qui sont posés. Et c'est pas en faisant de la répression que c'est efficace pour faire reculer ce type de comportement, c'est en faisant de la prévention. La prévention, c'est un truc que vous dites jamais. Vous parlez de sécurité uniquement par des logiques punitives. Et en fait, ce que vous voulez faire, c'est mettre en place une politique de la terreur, c'est tout. Jamais vous parlez de prévention. Merci. Alors, il y a plusieurs demandes de prise de parole. Monsieur Gillet. Oui, je crois que quand on entend les collègues d'extrême gauche dire qu'il ne faut pas de fermeté pour les mineurs parce que les pauvres petits-enfants, il ne faut pas les punir sévèrement, excusez-moi, demandez aux Français s'ils considèrent qu'un jeune de 16 ans, de 16 à 18 ans, qui commet des actes de délinquance, parfois plus, est un enfant de cœur. Non, la réponse, elle est non. Il faut de la fermeté pour tout le monde. Et je crois que ce qu'il faut avant tout, c'est protéger les Français. C'est ça qui compte avant tout, mais visiblement, c'est pas ce à quoi voit la gauche. Enfin, en tout cas, la gauche semble pouvoir préférer que l'on laisse tous les délinquants en liberté. Voilà. C'est assez stupéfiant. Ah ouais, je peux te rejoindre. Merci. Alors, il y a plusieurs demandes de prise de parole. Madame Capdevielle. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire à nos collègues du RN que les CEF, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas. Malheureusement, c'est un échec. Et il va falloir en tirer les conséquences. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent avec les jeunes, c'est les séjours de rupture.
c'est les peines de probation, c'est les éloigner de là où ils vivent, et c'est de trouver d'autres solutions. On est d'accord, hein, on est tous d'accord. Ce qu'on veut, c'est que ces jeunes y reviennent dans la société sans commettre des infractions. Mais les centres éducatifs fermés, pour des tas de raisons, ça coûte extrêmement cher et ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas la peine que vous continuez à demander à les enfermer. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. C'est un échec. Quel que soit l'âge des jeunes, ça ne fonctionne pas. Donc, on ferait mieux de s'interroger là-dessus plutôt que de vouloir continuer encore à les enfermer un petit peu plus. Madame Faucillon. Merci, Monsieur le Président. J'ai pas envie de me laisser enfermer dans ce débat entre laxisme et fermeté. Il est insupportable parce qu'il considérerait à penser que y en a qui veulent vraiment que des jeunes soient punis ou qu'on voudrait vraiment que des jeunes ne soient pas punis. Enfin, c'est pas la question. Cette délinquance chez les jeunes, une montée de violence chez les jeunes, etc., personne n'en souhaite. Je veux dire, on est tous confrontés à des rixes entre jeunes qui font qu'il y a des gamins de 14, 15 ans qui se prennent des coups de couteau, qui décèdent. On va consoler les parents. Comment vous voulez consoler un parent dont le môme de 14 ans s'est fait tuer à coups de couteau? On ne les console pas. Donc, cette espèce de truc entre laxisme et fermeté, il est insupportable. Donc, il faut admettre que la question, elle est un peu complexe, disons-le, que quand des gamins viennent avec des battes ou avec des couteaux pour aller s'affronter à une autre bande de jeunes, c'est pas simplement parce qu'on va mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de prison que les choses vont pas se reproduire. Et d'ailleurs, on voit bien que même quand il y a de la prison ferme et durable, les choses se reproduisent. Donc il y a un cycle que la société doit assumer de porter pour empêcher. Et on sait bien que la seule réponse qui consisterait à fermer la porte d'une cellule ne suffit pas à régler le problème parce que ça continue. Donc arrêtons de mentir aux gens en expliquant que parce que on aurait des gros bras, une cellule, la clé, etc., on va régler la question. On voit bien que c'est beaucoup plus complexe que ça et que ça nécessite que la société, dans son entièreté et avec ses services publics, assume cette question. Merci. Monsieur Terlier. Merci, Monsieur le Président. Moi non plus, à l'instar de ma collègue Faucillon, j'ai pas envie de me laisser enfermer dans ce débat entre laxisme et fermeté, mais je crois qu'on peut quand même dire aujourd'hui, et je suis très en désaccord avec ma collègue à ma droite, les CEF, ça fonctionne. Enfin, je suis désolé de vous dire que j'ai mené une mission d'information avec votre ancienne collègue socialiste Cécile Untermaier, qui a permis d'établir que les CEF, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi également dans la manière dont on prend en charge les jeunes sur le travail éducatif qu'on fait avec eux. Un CEF, je suis désolé de vous le dire, ça comporte entre 12 et 14 personnels, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des éducateurs sportifs. Bref, c'est une prise en charge du mineur délinquant avec des enfants, quand vous entrez dans un CEF, des enfants qui sont parfois à rééduquer totalement. Et donc il y a une prise en charge éducative dans le cadre de ces CEF qui est importante. Oui, ça coûte cher, mais oui, on a besoin de donner ce temps éducatif à ces jeunes de manière très prégnante, qui sont très peu nombreux, et je suis désolé de vous dire que ça fonctionne aussi. Donc je ne dis pas qu'il faut en construire plus, et je m'opposerai, et on s'opposera aux amendements portés par le Rassemblement national, mais on a une trajectoire en 2018, votée par Nicole Bellouet dans le cadre de la loi de justice, qui prévoyait la construction de 20 nouveaux CEF. Je crois qu'il faut s'y tenir. En 2025, le budget alloué au CEF, c'est plus de 4 millions d'euros. Je crois encore une fois qu'on a une trajectoire financière et budgétaire, et ne faisons pas des CEF ceux qui ne le sont pas, mais au contraire, venir dire aujourd'hui que les éducateurs qui y travaillent permettent d'apporter une réponse éducative très favorable pour de ces jeunes mineurs délinquants, encore une fois. Alors, monsieur le rapporteur, vous vouliez ajouter un mot? Oui, merci Monsieur le Président. Peut-être que notre collègue Léaumont, ce qui lui a échappé, c'est qu'on était en train de parler des centres éducatifs fermés, pas des prisons. Il a fait l'amalgame en disant qu'on voulait enfermer tout le monde. Justement, non. On propose un amendement pour davantage de moyens pour ces centres éducatifs fermés. Pour preuve, c'est pour peut-être les éviter ensuite de finir en prison. Je vous remercie. Il n'y a plus de prise de parole sur ces amendements. Je mets aux voix le 433 de Monsieur Schreck, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Je mets aux voix le 407, présenté par Monsieur Coulombe, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous en avons terminé avec cette partie des crédits. Nous allons donc voter l'entièreté des crédits ainsi modifiés. Qui est pour, qui est contre. Ils sont rejetés.
Nous en passons aux amendements sur les articles rattachés. Le 113, présenté par Madame Faucillon. Après oui, l'article 60. un amendement rapport dont nous raffolons tous, mais pour mettre au cœur de la formation de l'ensemble des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, la prise en charge spécifique des mineurs non accompagnés, parce que ce soit dans les personnels de l'ASE comme dans les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, autant on peut voir que dans les conseils départementaux, il y a parfois des prises en charge spécifiques, d'ailleurs plutôt des prises en charge low cost par les conseils départementaux quand il s'agit de la protection des mineurs non accompagnés. Autant il y a des sujets spécifiques aux mineurs non accompagnés, notamment l'accompagnement par exemple vers leur régularisation, qui sont, eux, ces sujets très peu pris en charge. Et donc cet amendement vise justement à regarder ce que pourrait être cette formation pour un accompagnement spécifique. Votre avis, monsieur le rapporteur? Défavorable. Défavorable. Monsieur Gosselin, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président. Je rebondis sur les propos de notre collègue qui laisse entendre qu'un certain nombre de professionnels ne seraient pas formés. Rappelons-le, un certain nombre et la majorité a vraiment une formation. Et puis un second point qui concerne la prise en charge par les départements, puisque les MNA et l'ASE, ça relève des compétences des départements. Et je ne peux pas laisser dire que les départements ne feraient rien. Je rappelle que pour nombre de départements, ce sont des sommes très importantes, ce sont des millions d'euros qui sont consacrés notamment aux MNA, mais pas que. Les dépenses d'ASE ont explosé, pratiquement doublé ces dernières années. Donc je crois qu'on ne peut pas laisser cette petite musique qui laisserait à penser que les départements ne tiennent pas ou n'assument pas leurs responsabilités, ni à l'égard des professionnels d'ailleurs. Alors, je vous autorise, Madame Faucillon, bien sûr, à prendre la parole. Je vous en prie. Merci. D'abord, je ne mettrai pas tous les départements dans le même panier, parce qu'on voit qu'il y a des politiques extrêmement hétérogènes quand il s'agit de la protection, de la protection de l'enfance et de la prise en charge des mineurs non accompagnés. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en revanche, il y a une tendance générale à une prise en charge à moindre coût lorsqu'il s'agit des mineurs non accompagnés, mais qui s'accompagne d'une baisse générale de la prise en charge pour tous les enfants. Et on a même vu des départements qui proposent des prix journée dans leurs appels d'offres à 45 € par jour pour ces enfants, ce qui est vraiment une somme ridicule pour pouvoir bien prendre en charge des enfants qui ont besoin d'accompagnement. Là, on était sur la question de la protection judiciaire de la jeunesse. Et la question, c'est, oui, il y a de la formation, mais il y a des questions spécifiques, notamment sur la question des traumas, par exemple, et sur la question de l'accompagnement vers la régularisation, qui sont des sujets bien spécifiques qui ne touchent pas les autres enfants accueillis dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous remercie. Je mets aux voix cet amendement 113. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en venons à des amendements identiques. Madame Faucillon, le 111. Défendu. Défendu, Madame la rapporteure. Votre avis? Je suis évidemment favorable à cet amendement. Tout à l'heure, nous avons eu un débat sur la formation des magistrats aux violences sexistes et sexuelles, mais cette formation doit s'étendre à l'ensemble des professionnels de la justice, raison pour laquelle je pense qu'il faut voter cet amendement de Madame Faucillon. Je mets aux voix cet amendement 111. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 356, Madame Clémer. Votre micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je vous en prie. Ça concerne le plan des 15 000 places qui a été lancé, qui prévoyait l'expansion du parc pénitentiaire pour le porter à 75 000 places. Or, un rapport d'information prouve bien que le programme a pris un certain retard. Donc cet amendement demande tout simplement au gouvernement la remise d'un rapport dans les 6 mois après la promulgation de la présente loi des finances sur l'état d'avancement de ce fameux programme. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Ça sera défavorable. Vous venez de dire qu'il y avait déjà eu un rapport d'information et nous avons eu des éléments de la part du directeur de l'administration pénitentiaire à ce sujet qu'on pourra vous transmettre. Donc défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement. Monsieur Gosselin, je vous en prie. Monsieur le Président, en appui et en soutien à l'amendement de ma collègue et d'Émilie Boniva, simplement peut-être attirer l'attention collective sur l'intérêt qu'il y aurait à avoir peut-être une audition particulière
Alors, est-ce que c'est avec le directeur d'administration pénitentiaire? Est-ce que c'est avec le ministre lui-même ou les deux? C'est à voir. Mais sur le sujet du plan 15 plus 3, 18 000, il y a des questions spécifiques. Plusieurs ont été abordées dans la discussion générale ce soir. Ça partait dans des sens divers, mais tous intéressants. Le ministre n'avait pas le temps, évidemment, dans le temps imparti, de pouvoir y répondre de façon détaillée, mais je pense que les débats budgétaires étant un peu derrière nous, donc un peu plus tard, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Suggestion, Monsieur le Président. Merci. Oui, d'ailleurs, j'ai demandé au ministre que l'on ait l'état des lieux assez précis, le plus rapidement possible, probablement par écrit. Je recevrai et je vous le communiquerai, bien sûr. Je mets aux voix le 356. Qui est pour? Qui est contre? Oula, c'est très limite. On va reprendre. Hein, on va refaire. On va refaire une petite séquence. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? Il est rejeté. Je vous remercie. Nous nous retrouvons demain matin à 9h.